L'opération s'est déroulée à Ménaka, dans le nord-est du Mali, et a donc permis de neutraliser une vingtaine de terroristes, à en croire l'armée malienne, qui n'a pas donné plus de détails. En effet, un groupe djihadiste qui se fait appeler État islamique dans le Grand Sahara est actif essentiellement dans cette région de Ménaka et de l'autre côté de la frontière avec le Niger. Il a notamment revendiqué l'attaque de Tongo Tongo en octobre 2017 au Niger. Cette embuscade avait coûté la vie à 4 soldats américains et 4 militaires nigériens. Le nord du Mali est tombé mars-avril 2012 sous la coupe de groupes djihadistes, en grande partie dispersés par une intervention militaire lancée en janvier 2013. Mais des zones entières du pays échappent au contrôle des forces maliennes, françaises et de l'ONU, malgré la signature en 2015 d'un accord de paix censé isoler définitivement les djihadistes. Depuis 2015, les violences se sont propagées du nord vers le centre, voire parfois le sud. Elles se mêlent très souvent à des conflits intercommunautaires, un phénomène que connaissent également le Burkina Faso et le Niger voisin. Pour que cessent l'animosité et les scènes de violence observées ça et là depuis l'invalidation de 35 sièges de députés de l'opposition, la Cour constitutionnelle congolaise, à l'origine de la décision polémique, s'engage à revoir sa copie. L'annonce a été faite suite à un tête-à-tête délégation de l'opposition et président de l'institution. À la tête de la délégation, Jacques Ndoli. Le député national MLC aura affirmé que le président de la Haute Cour, Benoît Luamba, a promis de soumettre à une chambre spéciale toutes les requêtes introduites dans cette affaire d'invalidation de sièges de députés. Lui et ses pairs veulent donc croire que le dossier sera diligemment traité. Nous espérons que la Cour va s'y mettre très rapidement avec un esprit, j'espère, renouvelé avec le président de la Cour lui-même, parce qu'il faut l'avouer, un certain nombre de magistrats nous posent des problèmes de conduite et d'éthique, a observé Jacques Ndoli. La nouvelle aura réjoui de nombreux militants et sympathisants des formations politiques directement touchées par la décision querellée. Mais les concernés eux-mêmes se gardent de tout triomphalisme et espèrent que justice sera effectivement rendue. Ce dossier d'invalidation des mandats des députés, pour la plupart membres de l'opposition, a profondément ravivé les critiques vis-à-vis de la Cour constitutionnelle. Éclaircir la position du Front pour la sauvegarde de la démocratie sur les questions de la nation, tel est l'objectif de cette conférence de presse. De la révision constitutionnelle à l'accord politique, en passant par la prorogation pour une deuxième fois du mandat des députés et la crise sécuritaire dans le centre du pays, tout a été revu par les responsables du Front pour la sauvegarde de la démocratie. Depuis notre dernière rencontre, l'actualité s'est accélérée, avec les recompositions politiques qui ont abouti à la formation du gouvernement actuel et surtout la reprise, avec accélération incroyable, des actes de violence qui endeuillent les populations qui se trouvent victimes d'un conflit qui leur est totalement étranger. Pour le FSD, avant tout référendum sur la révision de la Constitution, il faut d'abord assurer l'intégrité du territoire en libérant Kidal. Le FSD s'est aussi prononcé sur sa non-signature de l'accord politique qui a abouti à la formation du gouvernement actuel. Et maintenant que tous les fils du Mali se retrouvent pour sauver leur pays, il faut qu'on puisse ensemble dire non à ce qui n'est pas bon pour le Mali. S'il y a un accord politique, la priorité des priorités doit être la restauration de l'autorité de l'État et de la sécurité sur l'ensemble du territoire national, avant toute autre action. Un gouvernement qui ne peut pas assurer la sécurité de ses citoyens ne peut pas être un gouvernement légitime. Le FSD fustige la faiblesse des enquêtes, l'absence de dialogue et la persistance de l'impunité. Selon le regroupement politique, au cours du premier trimestre 2019, 67 soldats maliens ont été tués et 51 blessés, 4 casques bleus tués et 12 blessés, 43 combattants de l'armée tués et 17 blessés, 333 civils tués et 175 blessés. Le procureur a retenu contre les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé les charges de trahison et de meurtre, ainsi que celles d'attentat à la sûreté de l'État pour le premier et de complicité pour le second.
Si l'on doit s'en tenir à la décision du juge, ils devront passer le restant de leur vie derrière les barreaux. Lors du putsch, le général Diendéré avait pris la tête du Conseil national pour la démocratie, organe dirigeant des putschistes, avant de rendre le pouvoir face à la pression populaire et de l'armée loyaliste. Un document portant création du Conseil national pour la démocratie a été retrouvé sur son ordinateur portable. Expertisé, sa date est antérieure à la prise d'otage des autorités. Il était bien au courant des actions en cours, a argumenté le procureur. L'infraction de complicité d'attentat à la sûreté de l'État a été retenue par le procureur contre Djibril Bassolé, ancien chef de la diplomatie de Blaise Compaoré, et une soixantaine d'autres personnes pour avoir aidé à préparer ou à faire consommer le coup d'État. Les charges de meurtre et coups et blessures ont également été retenues contre les 2 généraux et une soixantaine de personnes. Pour rappel, le 16 septembre 2015, des soldats du régiment de sécurité présidentielle avaient tenté en vain de renverser le gouvernement de transition mis en place après la chute du président Blaise Compaoré. Le coup d'État manqué avait fait 14 morts et 270 blessés. Au total, 84 accusés sont jugés dans ce procès débuté en février 2018. Les militaires et les policiers radiés de 2011 expriment leur ras-le-bol. Ils n'en peuvent plus d'attendre une promesse de réintégration qui n'arrive pas et ne veulent plus se faire tourner en rond par l'autorité. Que des familles sont disloquées et les enfants sont déscolarisés pendant que des demandes d'audience sont refusées à des citoyens. Dans le souci de nous faire entendre par quelques moyens que ce soit, nous avons émis des demandes d'autorisation d'occupation d'espace public à la mairie centrale de la ville de Ouagadougou. Et tous nous ont été refusés. Et pourtant, le 23 mai 2018, le Haut Conseil pour la réconciliation de l'unité nationale Ashkroun a élaboré des propositions pour la résolution des problèmes des militaires et policiers radiés. Et le 23 juin 2018, le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, disait par rapport à ce dossier que ceux qui devraient y retourner le feront. Ceux qui ne bénéficient pas de cette mesure seront aussi accompagnés dans leur activité. Depuis, plus rien. Ces annonces n'ont jamais été suivies d'effet, relèvent les militaires radiés pratiquement au bord des larmes. Ils ne savent plus à quel sein se vouer. On a eu trop de dates. Je pense que cette fois-ci-là, ça sera la bonne. On va prendre la population en témoin au plus tard, fin de ce mois. Et même il lutte contre l'insécurité. Je crois que notre cas là, il devait vraiment voir ça urgemment. Rappelons que suite aux mutineries de 2011, plus de 700 militaires et policiers avaient été radiés des rangs de l'armée et de la police burkinabé. La Sénégalaise des eaux, SDE, déterminée à faire respecter les règles de transparence dans l'intérêt des consommateurs et des populations, annonce la saisie de la Cour suprême du Sénégal et va étudier la possibilité d'engager d'autres recours internationaux. En effet, Suez avait remporté le 22 octobre 2018 le contrat provisoire pour fournir pendant 15 ans de l'eau dans les zones urbaines et périurbaines au Sénégal aux dépens de la SDE et de Veolia. Le groupe français l'avait remporté avec une offre de prix légèrement plus élevée que celui proposé par la SDE. La décision avait été confirmée le 16 avril par le ministère de l'Hydraulique. La Sénégalaise des eaux, opérateur depuis 1996, a contesté l'attribution du marché à Suez devant l'autorité de régulation des marchés publics, soulignant qu'elle avait proposé le prix le plus bas. Elle estime également que le groupe Suez se trouve en situation de conflit d'intérêts, sa filiale Suez International ayant remporté avec un partenaire local la construction d'une importante usine d'eau potable. Mais ces recours avaient été rejetés. Les 17 soldats ont perdu la vie dans la nuit du 9 au 10 juin dans une attaque de djihadistes de Boko Haram contre un poste avancé de Darak dans l'extrême nord du Cameroun. Cette nuit-là, ils étaient plus de 300 combattants de Boko Haram lourdement armés à avoir attaqué la localité de Darak. Des sources sécuritaires de la région avaient, pour leur part, fait état de 37 morts, dont 21 militaires et 16 civils. Le chef de l'État camerounais, Paul Biya, tient à rendre hommage à ces soldats morts au front.
Vendredi donc, les drapeaux seront mis en berne sur toute l'étendue du territoire national et dans les représentations diplomatiques et consulaires du Cameroun à l'étranger. Même affaibli, le groupe Boko Haram reste très actif dans la région de l'extrême nord du Cameroun, frontalière du Nigeria. Dans l'ouest, le Cameroun est confronté à un violent conflit armé opposant forces armées et séparatistes anglophones. Plus de 27 000 personnes sont mortes depuis le début du soulèvement de ce groupe djihadiste dans le nord-est du Nigeria en 2009 et 1 800 000 d'autres personnes ne peuvent toujours pas regagner leur foyer. Le comité d'organisation de la conférence générale anglophone, ou si vous préférez, All Anglophone Conference, s'est tenu ce jour à Douala sous la supervision du cardinal Christian Toumi. C'est quelque chose tout à fait normal à la Anglophone General Conference que quand on veut prendre une décision majeure, tous les conveners, dont les organisateurs, se réunissent. L'on a tout de même en droit de se poser une bonne brochette de questions sur la pertinence de cette conférence. Nous voulions organiser cette réunion, pourquoi? Pour que les natifs de cette région disent les causes de ce conflit. Ce n'est pas comme si nous ne savions pas, mais nous voulions que ça vienne de la base. Et que quelle est la solution? Selon Ellie Smith, porte-parole de la conférence générale anglophone, la solution au problème de la zone devrait venir de ses seuls enfants. Donc nous voulions que ce soit un problème résolu par des Camerounais et non pas par les étrangers, nous ne voulions pas. Le porte-parole de la conférence générale revient sur sa tournée en Europe. Ma tournée en Europe et en Amérique du Nord est que nous avions rencontré la diaspora camerounaise dans ces anglophones ou francophones. Et ce que nous retenons, ou ce que je retiens, est que c'est des hommes et des femmes qui aiment le Cameroun et qui veulent la paix et qui sont prêts au dialogue. Ce dernier apprécie la main tendue du gouvernement du Cameroun, mais émet des réserves. Donc la main tendue du gouvernement, c'est une bonne chose, nous les félicitons. Et nous voulions maintenant que la parole rejoigne les actes, que le gouvernement maintenant définisse le cadre de cette main tendue. Initiée par le cardinal Christian Toumi depuis le mois de juillet 2018, la conférence générale anglophone, déjà plusieurs fois reportée, semble revenir au devant de l'actualité. Les organisateurs ont reporté l'initiative à une date qui n'a pas encore été annoncée. D'après un témoin anonyme, il était 23h quand des tirs nourris venant du poste situé sur la route de la ville de Oualam dans le nord-ouest du Niger ont été entendus. Ce poste de police situé près d'un péage marque l'entrée de ville. Une source sécuritaire a évoqué des bandits armés. Le bilan est de 2 morts, 4 blessés, dont 2 graves. Des enquêteurs de la police étaient sur place mercredi. Les policiers ont été probablement surpris par les assaillants. Au moins un corps de policiers a été retrouvé près d'un hangar. D'après les enquêteurs, c'est bien la première fois que des assaillants lancent un assaut aussi près de la capitale du Niger. Ce pays sahélien fait déjà face à des attaques récurrentes de groupes djihadistes dans l'ouest ainsi que des islamistes de Boko Haram dans le sud-est. Niamey doit accueillir les 7 et 8 juillet un sommet de l'Union africaine qui réunira de nombreux chefs d'État. Mardi, une simulation d'opération antiterroriste organisée par les forces de sécurité avait eu lieu à Niamey. Le 8 juin, un véhicule de l'armée américaine avait sauté sur un engin explosif sans faire de victimes près de la ville de Oualam. Les soldats américains se rendaient sur un champ de tir lorsque l'incident est survenu. Plusieurs attaques avaient déjà eu lieu autour de la capitale.